Bonjour Roland Lescure. Bonjour à tous les deux. Le mot est lâché, rigueur. Nous allons poursuivre sur cette voie de la rigueur, a assuré Gabriel Attal hier devant les députés. Traduction, on va se serrer la ceinture. Il a dit, on va poursuivre sur la voie de la rigueur et de la responsabilité. Vous reconnaîtrez que ça vaut quand même mieux que le relâchement et l'irresponsabilité. Vous y étiez sur la voie de la rigueur, compte tenu de la préparation de ce budget qui a été aussitôt corrigé pour 2024 ? En tout cas, depuis 2017... Évidemment, mis à part pendant la parenthèse du quoi qu'il en coûte, qui, on va se le dire, a quand même été plutôt une bonne manière de soutenir l'économie française, on a été extrêmement rigoureux. On est sorti de la procédure dite des déficits publics excessifs. Ça faisait des années qu'on était dedans, gauche et droite confondus. On en est sorti avec une gestion rigoureuse. 900 milliards de dettes de plus depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est de la bonne gestion. Ben, ça fait beaucoup. Il y en a une bonne partie qui est liée aux crises exceptionnelles qu'on a vécues pendant le quoi qu'il en coûte, pendant évidemment la crise énergétique qui est le résultat de la guerre en Ukraine. On a, je le répète, les autorités internationales qui nous ont sortis d'une procédure dans laquelle la gauche et la droite confondues nous avaient mis depuis des années. Maintenant, il faut qu'on retrouve cette voie. C'est vrai qu'on sort d'une période exceptionnelle dans le cadre de laquelle on a soutenu l'économie française. Il faut qu'on en sorte. On a commencé à le faire. Vous le savez, Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards de baisse de dépenses publiques pour cette année. Oui. Avant même que ces chiffres soient sortis, c'est un premier signe qui montre qu'on retrouve effectivement la voie de la rigueur et de la responsabilité. Sauf que la droite vous accuse, je cite, de maquillage des comptes du pays d'une grande gravité. Dès le mois d'octobre, vous aviez une alerte qu'il manquait 30 milliards dans les caisses de l'État. Qu'est-ce que vous répondez à la droite ? Je réponds que l'irresponsabilité, elle est plutôt dans des oppositions, et notamment la droite dite républicaine, qui a proposé à l'Assemblée, en plein débat budgétaire, des dizaines et des dizaines d'amendements pour des centaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Donc les leçons de responsabilité budgétaire, je pense qu'on n'en a pas à recevoir. Est-ce que ça veut dire qu'on a été surpris de la baisse des recettes en fin d'année? Oui, il y a eu effectivement des recettes de TVA, des recettes d'impôts sur les sociétés et des recettes de cotisations sociales en fin d'année qui n'étaient pas en ligne avec ce qu'on attendait. Et c'est pour ça que dès que ces chiffres ont été connus, Bruno Le Maire a annoncé un certain nombre de baisses de dépenses. Et c'est pour ça, évidemment, que dans le cadre de la préparation du budget 2025, on va être rigoureux et responsable. La rigueur, c'est rarement sans conséquence sur l'activité économique. Est-ce que la politique de l'offre, celle qui consiste à baisser les coûts des entreprises, de l'industrie, notamment Roland Lescure, c'est fini ? Moi, j'en vois tous les jours les effets bénéfiques de cette politique de l'offre. Aujourd'hui, on est dans une France qui se réindustrialise. Mais ça, c'est pas ma question. Est-ce que on a encore les moyens de déployer cette politique de l'offre ? Oui, on va le faire avec rigueur et responsabilité. Mais évidemment, s'il y a une priorité des priorités, c'est de continuer à préparer la France de demain et d'après-demain. C'est que la meilleure manière de régler le problème du déficit public, c'est de réindustrialiser. Si on avait aujourd'hui 2 à 3 points de plus d'industrie dans l'économie française, on serait au plein emploi et on n'aurait pas de problème de déficit public. Donc, évidemment, il ne faut pas lâcher l'avenir pour le présent. Il faut être très rigoureux aujourd'hui, mais continuer à préparer demain et après-demain. Je vous pose la question parce que les montants chez nos concurrents, je parle notamment des Américains, sont absolument faramineux. Les États-Unis, par exemple, ils ont annoncé cette semaine une subvention massive du fabricant de puces Intel de 40 milliards. Est-ce qu'on a encore les moyens, en temps de rigueur, de subventionner ainsi des industries ? Pour moi, le choix, il est simple. Il faut réduire les dépenses et préserver l'investissement d'avenir. Vous parlez de la microélectronique. On a un champion franco-italien, ST Microélectronique, qui est en train de construire une méga usine à Crolles, en Isère, qui va produire des microprocesseurs de demain. Et oui, évidemment, on les subventionne, on les accompagne, parce que les microprocesseurs, c'est un des nerfs de la guerre économique de demain. On a besoin d'être plus autonome. Les États-Unis le font, les Allemands le font, la France le fait. Vous parlez de demain, mais l'État qui est aux côtés des industries pour la transition écologique, ces entreprises, ces industries disent, avec cette rigueur que vous prônez ce matin, cette responsabilité, cet accompagnement pourrait baisser au fil des années ? Vous savez que donc c'est Global Industrie cette semaine. C'est un peu mon salon de l'agriculture à moi. Il y en a qui vont tâter le cul des vaches. Moi, je vais tâter le cul des machines à Villepinte. On a profité de ce salon pour annoncer, et je vous l'annonce aujourd'hui, la sortie d'un nouveau baromètre industriel de l'État. Moi, quand j'ai été nommé ministre de l'Industrie il y a 1 an et demi, je n'avais pas de mesure objective, exhaustive de cette réindustrialisation. Ce baromètre, il est disponible depuis aujourd'hui, ce matin. Qu'est-ce qu'il nous dit ? 201
usine en plus ou agrandissement d'usine en plus. On mesure tous les ans. Depuis quand ? En 2023. En 2022, c'était 176. Donc moi, je suis arrivé en 2022. J'ai dit, je veux qu'on mesure de manière exhaustive les ouvertures d'usines et les augmentations de lignes de production. Évidemment aussi les fermetures d'usines. Voilà. Et les fermetures de lignes de production, et on fait le bilan entre les deux. Le bilan en 2023, c'est 201 augmentations avec 57 nouvelles usines et 144 augmentations de lignes de production. On a dans le textile... Et le nombre de fermetures ? Eh bien, on a en net 200 ouvertures de plus qu'on a de fermetures. Le secteur du textile, ça fait des décennies qu'on désindustrialise la France du textile. Roubaix, le Nord. On a créé 20 usines de plus dans le textile. On a Petit Bateau qui augmente ses lignes de production. On a le Coq Sportif qui va être présent au JO, qui habille nos sportifs. On a le Slip Français qui est une entreprise française exceptionnelle. On installe des usines en France. Ce sont des bonnes nouvelles. Donc on ouvre des usines, mais ma question portait sur la transition écologique. On a le plan France 2030. Et donc, des milliers d'euros, 54 milliards et qui sur la table. sont préservés. Pourquoi ? Mais non, parce que ça préserve l'avenir. Vous l'avez dit, ça accélère la transition écologique. Est-ce que vous pensez qu'on peut remettre des lignes de production de petits bateaux en France sans faire ce qu'ils font d'ailleurs? Moins de consommation d'énergie, du recyclage de vêtements. L'industrie d'aujourd'hui, c'est pas l'industrie d'hier. On a une industrie qui est plus économe en énergie. On a une industrie qui accélère la transition écologique. On a des nouvelles usines de batteries électroniques, de batteries de voitures, de microélectronique, de pompes à chaleur, d'hydrogène. Tout ça, ce sont les nouveaux secteurs industriels. La France, elle est championne là-dedans. Donc ça coûte de l'argent. On a dit 54 milliards, ouais. C'est maintenu. La baisse de fiscalité pour la transition écologique, c'est maintenu. Alors, on a aujourd'hui des crédits d'impôt industrie verte. Ils ont été votés dans le cadre de la loi industrie verte l'année dernière. C'est pas de l'argent gratuit, c'est de l'argent qui est prêté via des crédits d'impôt en échange, là encore, d'installations concrètes d'usines. La philosophie sur l'accompagnement de l'investissement de l'industrie, qui, je le répète, est la seule manière de régler nos problèmes d'emploi et de finances publiques à long terme, c'est donnant-donnant. Nous, on va vous accompagner, en échange de quoi vous investissez, vous créez des usines, 201 de plus l'année dernière, et vous créez de l'emploi dans des territoires où on en a beaucoup trop détruit. Ça veut dire qu'on ne va pas toucher au crédit impôt recherche qui est dans le viseur, on le sait, du gouvernement pour faire des économies. On ne va pas toucher à la fiscalité, la CVAE, cet impôt de production qui devrait baisser dans les années à venir. Tout ça est maintenu. Alors, moi, je fais pas le budget avant qu'il soit fait. Donc, vous savez qu'il y a une procédure budgétaire, il y a un Parlement qui doit quand même se prononcer. Donc, on va voir dans les semaines et dans les mois qui viennent comment on prépare ce budget, je le répète, avec rigueur et responsabilité. Le crédit impôt recherche, qu'est-ce que c'est ? C'est un crédit d'impôt qui, en échange d'investissement dans la recherche et l'innovation, permet de baisser les impôts des sociétés. Moi, je suis très attaché à ce principe. Est-ce qu'on peut l'adapter ici ou là pour le rendre plus efficace ? Oui, il y a l'exemple de Sanofi, beaucoup de crédit impôt recherche et pas de... Oui, vous parlez de Sanofi aujourd'hui. On a des usines de médicaments qui réouvrent en France. Moi, je m'en félicite.